Hello! Bonjour à tous. 23 octobre 2017. Nous rentrons maintenant dans le dernier droit de notre campagne Ulule intitulée Mission Forsberg. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle et que on est encore dans le mois octobre 2017, allez sur ulule.com/Mission Forsberg. C'est une campagne de socio-financement dans laquelle nous sommes, qui nous mènera, parce que c'est maintenant officiel, en Suède, oui, pour aller enregistrer 12 épisodes exclusifs du podcast. Et je dis exclusifs car ils seront seulement distribués à ceux qui participent à la campagne à partir du package de base de 21 $. Donc, si ça vous intéresse, allez-y de bon cœur, car ce sera des épisodes palpitants, intéressants, divers et autres qualificatifs superlatifs. Mais encore, comme je disais, il reste 10 jours avant la fin de la campagne qui dure un mois. Et nous sommes encore nous battons le chien qui est chaud, car nous allons en Suède, c'est officiel, mais on veut amener ça à un autre niveau. Tant qu'à y aller, pourquoi ne pas faire encore mieux et ne pas tourner un documentaire, un film, donc vidéo documentaire qui relate de notre expérience suédoise dans notre quête de trouver Peter Forsberg. Et on essaie d'atteindre la somme de 15 000 $ jusqu'à la fin de la campagne, du moins s'en rapprocher le plus possible. Donc, allez voir sur notre page Ulule et essayez de partager ça, d'en parler au monde que vous connaissez, de share ça sur vos médias sociaux, si ça vous tente, ne serait-ce que pour voir ce documentaire qui serait, je le crois, fort agréable. Ce qui me mène à notre nouvel épisode aujourd'hui, notre 4e déjà de la campagne et de la présente saison, si je ne me trompe pas. Et oui, 4e, en effet. Et donc, c'est notre premier arbitre. Ça fait longtemps que j'avais hâte d'avoir un arbitre à Dread sur le tape, qui est un métier pour lequel j'ai beaucoup de respect, qui est très différent mais de joueurs, tout ça, mais qui c'est comme un univers intégré mais parallèle, et ça m'intéresse beaucoup. Et je suis très content que notre premier invité soit Pierre Champoux, qui est un nom il a plus que 1500 matchs à son actif dans la Ligue nationale. C'est vraiment un gars que les amateurs connaissent et qui a eu une fin de carrière très abrupte récemment. Et il nous raconte un peu tout ça, tout ce qui a mené à sa vie d'arbitre, et c'est très intéressant. J'arrête de parler et je vous laisse écouter ma rencontre avec l'ancien juge de ligne de la Ligue nationale, Pierre Champoux. Dread sur le tape avec David Bocage. Pierre Champoux, salut. Salut. Ça va bien? Ça va bien. Yes, Très sir. bien, merci. J'ai lu, t'es un ancien linesman en français. Juge de ligne, excuse-moi. Ancien juge de ligne dans la Ligue nationale. Et j'avais lu il y a quelques années, il y avait la biographie de Carey Fraser, le livre de Carey Fraser qui était sorti, puis il disait dans le livre, moi je suis devenu arbitre parce que moi je voulais me rendre dans la Ligue nationale. Mais à un moment donné, j'ai compris que je me rendrais pas comme joueur. Fait que j'ai dit comment je me rends en Ligue nationale autrement. Est-ce que c'était ça tout ton parcours? Ben, disons que c'est sûr, comme rêve de tout enfant ou que tu aimes le hockey, que tu veux devenir un joueur de hockey dans la Ligue nationale, mais à un moment donné, tu réalises qu'avec la limitation peut-être de talent ou que j'ai pris comme un autre chemin, et puis ça a résulté une carrière dans la Ligue nationale. Est-ce que tu t'en souviens le moment où tu as dit « OK, ouais, non, ça sera pas joueur, OK, peut-être arbitre ». J'appartenais, rendu à l'âge junior, c'était la première année après la Ligue métropolitaine. C'est dans le junior, avant c'était le junior B qu'ils appelaient. Ouais. Puis après ça, t'avais comme le junior majeur. C'était quand même assez fort. OK. Et puis à un moment donné, j'étais échangé. J'appartenais à Châteauguay. J'ai joué avec eux autres 1 an. L'autre année, j'ai été échangé. Puis là, je voyais que l'arbitrage, j'avais peut-être une meilleure chance, sans savoir si j'avais une lumière au bout du tunnel. Mm-hmm. Puis finalement, j'ai comme opté de laisser jouer au hockey. Puis de prendre mon chandail rayé puis mon sifflet. Puis Comment on commence à être arbitre? C'est quoi le point de départ? C'est drôle, hein, parce que j'étais chanceux, puis je fais partie d'un très, très privilégié.
J'ai commencé à l'extérieur parce que chez nous, moi, je suis venu au monde à Ville-Saint-Pierre. C'est une petite ville de 5200, 300 habitants. C'est dans quel coin, Ville-Saint-Pierre? Ville-Saint-Pierre, la Chine, la Salle. Ouais. Et puis de cette ville, t'as Martin Lapointe qui vient de cette ville-là. Puis on n'avait pas d'aréna à ce temps-là. Puis mon mineur, je l'ai joué à Montréal-Ouest. Oui. Et puis j'ai fait mon double lettre, Mosquito, puis oui, en montant jusqu'à Midget, dans cet endroit-là. Mais pendant ce temps-là, à Ville-Saint-Pierre, on avait une patinoire, puis c'était la ligue en même temps que je jouais en haut. Alors, on jouait en haut parce que Montréal-Ouest était plus élevé que nous autres. Ouais. Qu'on jouait l'hiver. Puis quand on était chanceux, 10 matchs, c'était une grosse saison, hein, tout dépendamment des redoux et tout ça. Puis en même temps, j'ai un de mes oncles qui s'occupait des loisirs de Ville-Saint-Pierre. Puis c'est lui qui m'a fait endosser un chandail rayé. Puis c'est là que j'ai commencé à faire mes débuts dans un parc à Ville-Saint-Pierre. Puis j'aimais ça. Puis j'aimais jouer au hockey aussi. Ouais. Par contre, l'arbitrage au hockey, j'avais quelque chose. On dirait que c'était fait dans ma vie, il faut que je m'en aille là-dedans, là. C'est quoi, parce que c'est dur à décrire, parce que des joueurs qui jouent, on le sait, c'est quoi le feeling de jouer, de scorer un but, mais d'arbitrer, c'est quoi le thrill, c'est quoi le fun, c'est quoi justement que tu t'as fait écrire? Ben, c'est sûr que le thrill, tu l'as un peu moins quand tu commences, hein. Tu commences dans les bas âges, tu sais, dans 14-15 ans, tu découvres, hein, c'est sûr, tu découvres l'arbitrage, c'est quoi? C'est comme un policier sur glace. T'as ton livre de règlement, t'as des lois, t'as une zone grise. Puis là, faut que tu les appliques, faut que tu mettes ça en contexte, t'as un bon jugement. Puis on dirait que t'as besoin de drive, veux pas. Discipline, drive. Et puis, quand j'étais jeune, j'avais de la drive. Hein. Puis, j'en ai encore d'ailleurs. Mais par contre, c'est quelque chose que t'as en toi. Tu sais, tu veux faire respecter, puis tu veux faire un bon match, puis tu veux appliquer les règlements, avoir de bons jugements, comme je dis. Puis là, tu résoudres que quand le match est fini, tu le sais toi-même si tu as fait un bon job ou non. Mais il y a aussi l'évolution. Tu sais, quand tu commences à arbitrer, ben, tu commences en bas de l'échelle. Ouais. Puis, c'est là, quand tu fais du calibre encore supérieur, c'est ça le feeling là, de dire oh, wow, là, je suis rendu, j'ai gradué, je fais, mettons, du pied-oui double lettre, tu sais. Puis là, tu commences bantam, il te donne un bantam. Après, tu commences à midget 2A. Puis là, pour moi, ça allait bien, là. Mes choses allaient bien dans la région du Lac-Saint-Louis. Puis, à un moment donné, Doug Hayward, qui est en charge de la région, puis par la suite, est en charge du programme au provincial, qui se trouvait tout le junior majeur, le collégial, l'universitaire. Dans ce temps-là, on avait la Ligue senior, le midget 3A, qui était un groupe d'élite. Mm-hmm. Et puis, j'ai été au camp, j'ai été invité d'aller au camp. Puis là, j'ai commencé ma progression là-dedans, au niveau provincial. Parce qu'il y a des scouts aussi pour les arbitres. Dans le fond, lui, il regardait qu'est-ce qui se faisait comme arbitre. Ça. Il y a des superviseurs, puis c'est comme un peu le même principe qu'un joueur, avec l'évaluation. Ouais. Mais maintenant, les choses ont changé. Là. Les choses, c'est plus pour la progression d'un arbitre, si t'es bon, si t'as les critères, puis t'es vu dans ta région ou dans la province, ou c'est sûr qu'à un moment donné, il y a une petite lumière qui peut arriver. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux dire par un petit lumière? On va savoir, mettons, quelqu'un va te découvrir. À Saint-Léonard, ou que ce soit à Laval, que ce soit à Québec, qu'à un moment donné, lui, il est bon, il a du talent, non, puis il monte les échelons. Peut-être qu'il se rend dans le provincial, puis qu'il monte dans le junior majeur. Puis... C'est quoi un bon arbitre? C'est quoi les qualités? C'est quoi un... Premièrement, ça te prend beaucoup de discipline personnelle, hein. Ça te prend le jugement. Effectivement, comme on dit, le skills en tant que patin, faut que tu aies les habiletés d'un joueur. T'sais. Faut que tu puisses suivre le jeu. C'est ça. Puis que tu sois en shape, en bonne forme. Puis comme le knowledge de tous les règlements aussi. Connaître le livre, Ça, c'est important. Mais le savoir l'appliquer au bon moment, ça, c'est une autre chose. Puis avec le jugement de tout ça, là, fait en sorte que tu peux sortir. Tu peux être bien fort au niveau pratique,
Mais si t'as pas le knowledge de ton livre, des règlements, ben peut-être ça fonctionnera pas. C'est comme de l'autre côté aussi, tu sais. Tu peux être bien fort sur la réglementation. Par contre, si t'es pas t'as pas t'es pas capable de le patin ou tu sais, ça fonctionnera pas. Aussi, il y a un stress. Quand tu es dans une situation de match, il y a un stress. C'est du bon stress. Ça, c'est du bon stress. Mais il y a plein de facteurs extérieurs qui font que peut-être des gens... La gestion de ça aussi, la gestion des émotions. Il faut que tu sois bon de ce côté-là. Il faut gérer tout le stress puis comment réagir dans des situations qui sont critiques. Tu sais, un officiel, là, c'est... T'as pas beaucoup de temps d'aller voir la reprise tout de suite. Nous autres, c'est tout de suite. C'est 1/10 de seconde pour prendre une décision qui passe rapidement, surtout si nous autres à la ligne bleue, puis tout ça, ou que ça soit une pénalité. Faut que ça soit instinctif aussi. C'est là que tu vois... c'est là qu'on voit que... C'est plus naturel. C'est naturel, mais c'est là qu'on voit qu'on peut séparer c'est ceux qui commencent ou l'évolution d'un arbitre. OK. Y a-tu des règles, il y a des gens qui ont joué au hockey depuis 10, 15, 20 ans, mais quand tu vois le livre des règlements puis tu deviens arbitre, là, tu en apprends d'autres que tu savais pas nécessairement quand tu étais joueur. Tu sais, des mini-détails, des micros. Y a-tu des trucs que quand tu as commencé à referee, tu as fait « Hey, maudit, j'ai jamais su ça quand j'étais joueur, puis j'ai joué longtemps, mais cette affaire-là, je le savais pas. » Des règlements même qui sont moins connus. Ça peut-tu? Ben, c'est sûr que si tu commences à 14-15 ans, je vais te dire, là, c'est impossible que tu connaisses le livre par cœur. C'est impossible. C'est impossible. Les situations, auparavant, il y avait un manuel de cas. Le manuel de cas, c'est tous les cas qui étaient possibles. Okay? C'était limité. Ben, c'était limité, exactement. Mais il fallait que tu connaisses les principaux scénarios qui peuvent arriver. Mais dans le hockey, moi, qu'est-ce que j'ai tout le temps aimé, c'est jamais pareil. Tu t'en vas travailler d'un match à un autre, c'est différent. Soit Puis, qu'est-ce qui est arrivé, là, parce que je me souviens quand on était dans les camps d'entraînement, on passait des heures et des heures à passer à travers du livre de règlement. Quand je te dis sur 7 jours, là, c'était pas mal ardu la tâche. Puis, mais là, maintenant, pendant les années que j'étais là, comme à partir de 2008-2009, là, dans la Ligue nationale, on fait en sorte que on inventait les questions. Puis ces questions-là, par groupe, on avait comme un exemple... on avait certains gars, certaines périodes, on avait, disons, un guide, une feuille, un agenda, que, mettons, comme la troisième semaine de la Ligue nationale, que c'était la saison, ben on était comme un groupe de 2-3, il fallait formuler des questions sur certains règlements. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça a été fait là, pendant 2-3 ans. Puis ces questions étaient posées là, après ça, à tous les gars. Aux jeunes, ça? Ou... non, dans la Ligue. Là, je te parle dans la Ligue nationale. OK, c'était vraiment... Puis là, puis avec ça, là, avant ça, ils ont tout simplifié. Ils ont essayé d'éliminer les zones grises. Fait que c'est devenu comme plus facile au niveau de la réglementation. Okay. Parce que, je sais pas si tu es au courant, mais quand les gérants, il y a un meeting, puis ils veulent changer un règlement, que ce soit un règlement qui est écrit sous forme de... Mais souvent, les gérants veulent changer telle chose, mais eux sont pas conscients que ça peut déranger un autre règlement dans telle autre page, dans tel autre chapitre. C'est ça qui est difficile. Mais ça, c'était notre job à nous autres de dire au camp d'entraînement, ben voyons, ça peut pas marcher parce que ça change ce règlement-là. Mm-hmm. On peut pas mettre ça dans le livre. Non. C'est ça qui a mené à mettons le fameux règlement, maintenant quand la rondelle est directement dans les gradins de la zone défensive, punition automatique. Ouais. Avant, c'était au jugement de l'arbitre. Jugement de l'arbitre. Là, tu vois... Ça, c'est une zone grise. Ça, c'est une zone grise. Donc ça, c'est un bon exemple d'éliminer ces choses-là. Exactement. Okay. Quand tu parlais d'être recruté au camp, là, pour revenir à quand tu étais au Québec, tu t'es fait recruter au camp, puis tu parlais justement des camps d'entraînement d'arbitre. Qu'est-ce qu'on fait dans un camp d'entraînement d'arbitre?
Un camp d'arbitre, c'est un camp d'évaluation. Avant, à l'époque, oui, on avait certains critères, mais par contre, tu allais là, puis c'est comme tu te remettais en forme. Physiquement, Mais OK. maintenant, comme un joueur, Ça a évolué. ça a évolué, puis c'est un camp d'évaluation. C'est un camp où il faut que tu passes tes tests. Tes tests médicaux, les tests médicaux, il faut le passer. Quand tu passes, tu es correct pour passer le test médical, mais là, tu as ton test d'évaluation physique au niveau cardiovasculaire, au niveau agilité. Maintenant, ils ont mis des tests encore sur patin sur glace. Fait que mais ça se fait très rapidement. Disons que les 2-3 premières journées du camp, tu as pas mal tout touché tes tests. Puis là, tu es prête à continuer. Tu continues ton camp, puis c'est toutes des nouvelles informations. On a beaucoup de glace. La glace le matin, glace l'après-midi. On joue au hockey, on a un tournoi. Vous jouez aussi? Oui, on a un tournoi. Ça fait du Parce qu'on est fun. rendu Ah, quand c'est ça. même à une 60aine de gars. Là. Dans la Ligue nationale. Fait que là, ils divisent le groupe en 4 équipes. Soit le matin ou l'après-midi, on joue. Puis il y a 1h30 de patin là-dedans. D'extra comme l'après-midi ou le matin. Juste du patin. Juste du patin. C'est qui les meilleurs joueurs de hockey dans les arbitres avec Bon, nationale? c'est drôle. C'est qui les bons joueurs? On avait Dan O'Rourke, Wes McCauley. Wes McCauley, Wes a joué dans les East Coast. Il y a une couple de nos joueurs qui sont de nos officiels qui étaient joueurs un peu. Qui sont des bons joueurs. Oui, effectivement. Oui, c'est un bon calibre, ça. Je suis sûr, c'est quand même une forme, j'allais dire des athlètes professionnels, mais c'est quand même ça. C'est quand même c'est une profession, arbitre. Là. Vous êtes quand même en shape. Quand tu étais jeune puis tu as commencé à arbitrer, t'étais-tu tout de suite juge de ligne ou tu as commencé à arbitre? C'est ça que je me demandais. C'est quand que tu deviens juge de ligne? Est-ce que c'est toi qui décides? Ben, à un moment donné, dans le temps, on avait le système de 2 hommes. Ça, c'est dans l'hockey Au mineur, niveau tu penses? mineur. Donc, il y avait deux jeux. Je veux dire 2 hommes, parce que dans la tournante, puis oui, puis dans le bantam, des fois... Tu veux dire 2 hommes, 2 arbitres ou 2 au total? 2 au total. Donc, un arbitre, un juge de ligne? Non, c'est 2, tu faisais les 2. Ah, c'est ça. Fait que, puis, quand j'ai touché un peu dans le double lettre, à un moment donné, j'ai demandé, j'ai dit, j'aimerais ça essayer en charge. Puis, en tant qu'arbitre, là. Arbitre en charge? Ouais. Alors que là, tu étais juste juge de ligne à ce moment-là? OK. Ouais. Fait que j'ai essayé. Ça, j'avais peut-être 17, 18 ans. Quand même jeune, ouais. Mais j'ai vu en moi que j'avais plus peut-être le physique d'un juge de ligne. Les habiletés que j'avais étaient... J'aimais mieux les lignes. J'aimais mieux le teamwork. Puis dans ce temps-là, on avait beaucoup, après ça, avec l'évolution des années, c'est un système à 3 hommes. Fait que t'étais vraiment parti aussi de l'équipe, parce que s'il y a quelque chose qui se passait en arrière ou qu'il y avait un bâton élevé, résultant soit une coupure, une blessure, on pouvait appliquer le règlement quand même sur les raisons majeures. Là. C'est ça. Mais ça, même dans le hockey mineur. Oui. Parce que dans la Ligue nationale, les juges de ligne aussi, souvent, se font demander l'opinion par les arbitres. Effectivement, oui. Mais maintenant, avec 2 officiels, 2 arbitres et 2 juges de ligne, c'est sûr qu'ils en voient plus. C'est sûr. Ouais. C'est depuis quand qu'il y a 4 arbitres? Oh, là, tu me poses une bonne question. Là. Quand tu as commencé dans la Ligue nationale, c'était comme ça? Ah non, nous autres, on était à 3 officiels. Dans les années 90, là, on parle? 80? Qui ont commencé. Que toi, tu as commencé dans la Ligue Moi, j'ai nationale? commencé en 87. L'année 87. 87-88. Puis je crois que... je crois que c'était au niveau de 2000... Peut-être 2003, 2000. OK, c'est récent, là, quand même. Oui, c'est assez quand même... Parce que c'est ça, c'est une autre affaire que je vais demander, mais tout mène à l'autre, là, on va mettre en question, mais c'est par rapport à justement les juges de ligne, c'est quoi leur législation? Parce qu'il y a des punitions que les juges de ligne peuvent caler automatiquement. Il y en a, ça, c'est sûr. OK, tout d'abord. Les punitions comme trop d'hommes sur la patinoire. Exactement. Tu as l'interférence par le banc, oui. C'est un joueur, c'est une interférence qui est faite contre un autre joueur, que ça provient du banc, oui, on peut l'appeler. Parce que vous êtes souvent là, le long des bancs. Oui, mais on peut l'appeler, ça. OK.
il faut attendre que l'équipe prenne possession de la rondelle. Après ça, tu rapportes. Alors qu'un trop d'hommes sa patinoire, c'est automatiquement. Automatiquement, au moment que l'équipe prenne possession de la rondelle. OK. Ouais. Et est-ce qu'il y en a d'autres comme ça que tu peux appeler? On a la rondelle qui sort, qui est de la zone défensive à la ligne bleue. Ça aussi, vous pouvez l'appeler. Ça, c'est un autre qu'on appelle immédiatement. Des fois, les arbitres regardent les juges de ligne en leur disant, vous avez vu quoi? Est-ce que ça a tué un bâton? Exact. Ça, c'est l'effort, mais c'est pas l'effort, c'est le travail d'équipe qui fait en sorte que souvent, ça dépend. Si c'est sous le long d'une bande, que la rondelle a sorti près de la baie vitrée, puis si l'arbitre de l'autre côté ne l'a pas vu, faut absolument faut le voir, ça, à 4. Là. Mais comme je te dis, c'est différent. D'un appel à un autre, là, ça peut être bien, surtout quand il est près de la bande dans le coin, puis si le bâton est juste, tu sais, qu'il y a une déviation, que c'est un appel qui est difficile à faire. Oui, très vrai. Qu'est-ce que vous faites quand vous ne savez pas? Quand vous savez pas on se rend compte. Toutes les choses, il faut que ça soit vite. Ouais. Parce que plus que tu attends, plus que c'est pas bon. Non. Puis le monde sont impatients. Et très vite, on les voit, les 4 se réunissent. C'est ça. Il y a une réunion des 4. Et puis par la suite, qu'est-ce que tu as vu, toi? Qu'est-ce que tu as vu? Puis à un moment donné, elle est partie straight out, elle est sortie directement à l'extérieur. Fait que tu appelles la punition. Si personne l'a vu, si tu dis, Colin, moi, j'ai pas vu. Tu peux pas guesser. Tu peux pas coller quelque chose que tu n'as pas vu. Exact. Donc, tu ne peux pas guesser. Donc, tu ne peux pas donner une punition à ce moment-là. Non. C'est ça. Non. Donc, on s'abstient en cas de doute. Autant du hockey, avec l'évolution de la technologie, puis là, on est rendu que quand il y a un appel comme ça, c'est rarement que quelqu'un se trompe. Tu sais, on est je pense que les arbitres et les juges de ligne, là, on est tous bien bâtis, disons, pour être prêts à ces heures. Faut que tu restes alerte. T'sais. Vraiment. Puis dans les nationales, maintenant, avec la rapidité, puis l'exécution, la transition, c'est sûr, en étant que juge de ligne, ta job première, là, c'est de vérifier où est-ce qu'il y a la rondelle. Constamment, oui. Ouais. Il y a eu un cas assez exceptionnel récemment, là, cette saison, où un juge de ligne a appelé la punition, mais c'était assez... j'ai jamais vu ça, en fait, là, de ma vie, je pense. C'est sur un face-off, parce que les juges de ligne font les mises au jeu. Et le juge de ligne a droppé la rondelle un peu trop vite pour Antoine Vermette à son goût. Okay. Et il a slashé. Antoine Vermette a slashé l'arbitre. Je pense qu'il a eu la misère à y croire lui-même. Il s'est vrai, j'en viens-tu de me faire frapper. Puis là, il a arrêté le jeu. Tout de suite, aller voir l'arbitre. Puis, évidemment, expulsion automatique. Là, dans cette situation-là, si l'arbitre l'a pas vu, puis il arrive une chose comme ça, il a fait la bonne chose. Ah oui, absolument. Faut que tu siffles, puis là, tu vois l'arbitre, puis ça, c'est sur une réglementation on dit en anglais, c'est abuse an official. Oui, abus d'un officiel. Il y a 3 catégories, puis après ça, tu donnes la catégorie, une catégorie verbale, catégorie physique, puis physique avec abus. Puis quand tu fais tes rapports, là, après ça, ça passe au comité, et puis le comité en juge la vraie punition qui est donnée. Est-ce que tu l'as vu, cette séquence? Je l'ai vu rapidement, okay. Là, je me souviens, mais j'ai pas connu vraiment la décision finale. Je pense que c'était 10 matchs. C'était 10 matchs. Que c'était 10 matchs. C'est dans la catégorie avec physiquement. Oui, mais parce que j'allais dire que comme toi, en tant qu'ancien juge de ligne, si tu vois ça, tu dois avoir un petit... Mais c'est pas le fun de voir ça. Non, mais c'est ça, mais tu dois dire, Colin... un sentiment d'appartenance aux arbitres de dire, hey, Colin, je sais pas si ça venait chercher quelque chose en toi. Ben c'est sûr, hein, on n'aime pas ça voir quand même des choses, quand même que tu es à l'écart du jeu, de voir des situations. Puis même, ça me surprend. C'est une chose qui m'a surpris, surtout d'Antoine. Que tu connais? Ben Antoine, je l'ai officié à Ottawa. C'est surprenant de voir sa réaction à lui. T'sais. Des fois, les choses arrivent instantanées. Hein. Tu sais, qu'est-ce que je viens de faire? C'est sur le coup des émotions, puis... Est-ce que c'est déjà arrivé que toi, tu as eu à caler une punition contre toi dans tu as fait...
Moi, ça a été plutôt des 10 minutes. J'ai eu une situation dans ma carrière, vers la fin de ma carrière, je me souviens tout le temps, Tutu qui jouait avec Nashville. Ouais. Jordan Et puis, il y a un arrêt de jeu dans le coin. Puis, je suis rentré. Puis, je l'ai enlevé du trouble. Il y avait un peu d'escarmouche. Puis, en le tassant, il m'a donné une poussée. Puis, j'arrivais dans ce temps-là avec Don Van Mastenhoven. Puis, Don a vu mes yeux. Fait que, quand il a vu mes yeux, ça valait tout dire pour lui. Ouais. Fait qu'il a appelé tout de suite le 10 minutes de mauvaise conduite. Et ça, c'est ce que c'est qu'est-ce que moi, je voulais, c'était correct, Ouais. 10 minutes, dans ce cas. Ouais. OK? Puis, j'étais 2 matchs à Nashville. J'avais une journée off, puis travaillé l'autre. Et puis, Jordan Tutu, il s'est fait appeler par La Ligue nationale. la Ligue nationale, Ouais. puis lui dire que c'était pas correct. Puis Barry Trotz, qui était entraîneur que je respecte énormément, que j'ai vu, j'ai été le visiter à Montréal dans l'année suivante après que j'ai arrêté. OK. Puis j'ai un grand respect pour Barry. C'est un coach, c'est un très bon instructeur, puis très bien respecté vis-à-vis des officiels aussi. Puis je me souviens, j'ai embarqué sa patinoire, puis il m'a dit... Jordan va te parler. Mais quand Jordan est embarqué sur sa patinoire, moi, je le regardais. Puis lui, il me regardait, mais il était très soucieux et nerveux. Et au moment d'un arrêt de jeu, nous autres, on est sur le bord entre les 2 bancs. Puis j'étais prendre de l'eau près de lui. Il était, je sais pas parce qu'il était là, j'étais allé là, mais... Puis il a enlevé son gant. Puis il m'a regardé, il voulait me donner la main, puis s'excuser. Puis moi, j'allais regarder dans les yeux. J'ai pas donné la main tout de suite. J'ai demandé avant si c'était sincère. Puis j'ai dit, si je vais te donner la main, c'est parce que tu vas me promettre de quoi. Fait que là, il me regardait tout attentionné. J'ai dit, fais plus jamais ça à n'importe quel officiel d'autre. Après, j'ai donné la main, mais le tout s'est passé assez rapidement. Puis, je me souviens, après la 2e période, quand les joueurs étaient en retrait dans leur vestiaire, Barry m'a demandé d'aller le voir, puis je suis allé le voir, puis il m'a demandé, il dit, il t'a-tu parlé? Il s'est-tu excusé? J'ai dit oui, tout est fait, tout est correct. Il dit good, very good. Fait que tu vois un peu le genre d'instructeur. C'est un instructeur qui aime que ça soit discipliné, mais avec respect aussi. Hein. Absolument. Ouais. Ça se peut aussi, je pense, Jordan Tutu aussi, pour remettre en contexte, je pense que c'était des années aussi difficiles. Ça se peut dire que c'est des années où il était en cure de... ou pas encore, mais il y avait des problèmes de toxicomanie. À ce moment-là, je pense que maintenant c'est réglé, mais je pense que c'était des années un peu de trouble pour lui. C'était dans ces années-là. Probablement. Et parce que Barry Trotz, la manière que Barry Trotz a réagi, c'est pas la manière que n'importe quel coach réagit. Pas tous les coachs réagissent comme ça. Mais chacun a leur façon de faire. Puis Barry, c'est sa façon de faire. Puis des gens comme ça, on respecte. Tu sais, c'est des faits, tu t'oublies pas. T'sais. Non. C'est des faits, tu peux pas oublier ces choses-là. Est-ce que c'était quoi ton rapport comme avec les arbitres dans la Ligue nationale? Je pense que est-ce que ça se peut que le rapport des arbitres et des juges de ligne soit différent? Les juges de ligne, vous êtes un peu, ce que je semblais lire un article récemment, les joueurs, c'est un peu plus léger, la manière que vous parlez aux joueurs, vous n'êtes pas ceux qui appuient les punitions, donc souvent, il y a une relation un petit peu différente avec les arbitres. Est-ce que ça se peut, ça? Je vais dire, c'est sûr qu'au niveau des arbitres, quand ils appellent les punitions, c'est sûr et certain que... Les gens qui ne savent pas leur affaire. Ben, c'est 1 sur 2, tu sais. Mais... c'est assez élevé, oui. Mais du côté, nous autres, c'est ça, on fait partie de l'équipe. Puis s'il y a un bâton élevé, par exemple, qui est un bâton qui est c'est un 4 minutes, s'il coupe, mais ça, c'est une chose aussi qu'on est inclus. Fait qu'il faut pas la manquer, ça non plus. C'est ça. Fait que sur ces appels comme ça,
Si ça s'est passé près d'un juge de ligne ou qu'on était dans la vision, mais souvent tu regardes, mais la vision périphérique, des fois, elle joue des tours parce que tu veux pas, tu changes de côté du tu cherches la rondelle. Mais c'est sûr, si tu manques quelque chose, autant en tant que juge de ligne qui arbitre, tu vas être pointé, là. Mm-hmm. Mais oui, on a un bon rapport. On est souvent près des bancs. On parle plus avec les joueurs qu'un arbitre, oui. On parle beaucoup avec les centres. Souvent avec les gardiens. Sur les mises au jeu, oui. Oui, puis avec les gardiens quand tu vas chercher la rondelle. Ouais. Ou, tu sais, c'est sûr, on est 3 équipes sur la glace. Hein? Ouais. Les officiels, c'est une équipe. Ouais. Puis tout faut que marche en harmonie. Fait que plus tu as une grosse communication en tant qu'officiel, puis les deux équipes concernées du match, sûr que ça va être plus facile. Mm-hmm. Mais ça arrive des choses. Le hockey, c'est le sport un des plus rapides au monde. C'est pas avec des humains. Sport collectif, oui, les plus rapides. Effectivement. C'est un truc assez particulier, les face-offs, tu en as parlé. Ça se passe très rapidement. Puis souvent, comme fan, on va regarder la game puis on va dire « Voyons, l'arbitre, il ne pas la rondelle, c'est long. Oups, chasse un joueur. Oups, chasse l'autre joueur. Là, ça se parle avec le centre n'est pas content. Comment ça se passe, ça? Ben, c'est sûr, quand tu dis pas content, le centre, il y a un gros rôle. Hein? C'est de gagner ses mises en jeu. Puis il y en a qui sont là, c'est leur job, ça. Ouais. C'est juste pour ça qu'ils sont dans l'équipe. Ouais. Ils vont jouer, c'est sûr. Mais ça va être un gars de 3e ligne, ouais. Mais ce face-off, quand il y a des situations critiques, il va être là. Par contre, eux autres aussi, ils ont des temps qui ont de la difficulté. Qu'ils sont pas là, en tant que ça marche pas, puis tout ça. Mais quand ça fonctionne pas, ils vont essayer de tirer leur épingle du jeu en trichant. Mm-hmm. Puis c'est correct, ça. Mais il faut pas que tu te fasses pogner, tu sais. Fait que nous autres... C'est quoi comme en trichant au niveau du bâton? Au niveau du bâton, demander qu'il soit là, les pieds, tu sais, il y a la difficulté. Fait qu'il va prendre plus d'espace, il va mettre son casque au-dessus de la rondelle, de la mise en jeu, il va partir en premier pour aller chercher la rondelle. Fait que c'est plutôt dans ce temps-là. Puis le principe là-dedans, c'est de les pogner tôt dans le match. Mm-hmm. Mais avec au feu des années, là, le monde te connaît. Les joueurs te connaissent, les centres te connaissent. Parce que quand il sait que ça soit je prends mon nom, je vais prendre Shampoo, que ça soit un Shampoo qui soit sur la patinoire, ou dans le passé, un Gérard Gauthier, ou Michel Cormier, l'identité est faite, puis ils savent, les joueurs savent que de lui, c'est comme ça marche comme ça. Lui est plus, tu sais, parce que sur une ligne de 1 à 5, on n'est pas tous à 5, là. On a chacun en termes de procédure. Okay. Ben, il essaie, la Ligue nationale essaie, parce que c'est un gros groupe maintenant. T'sais. Avant, on n'était pas beaucoup de juges de ligne. On était 21, là, on s'est rendu 30 cucs. Fait que c'est dur d'avoir l'uniformité de tout le monde. Là. Fait que le guideline est vraiment pour essayer d'avoir tout le monde sur le même... en anglais, on dit le same pace sur les mises en jeu. Même rythme, si on veut, oui. Puis c'est avec ce temps-là que les gars essayent tous de gérer puis de rentrer la rondelle de façon que ça soit adéquat, fair pour les deux parties. Je me demande toujours qu'est-ce que vous vous dites quand tu cherches un gars du face-off puis vous vous parlez. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que lui dit? Qu'est-ce que toi, comment tu réponds? T'as pas fait ce que je t'ai demandé. La procédure, on est chacun différemment. Moi, chaque mise en jeu, je disais qu'est-ce que je voulais. Avant de revoir Avant de la mettre. OK, boys, vous savez qu'est-ce que je veux. Ça me prend. Toi, tu vas sur la glace. Toi, tu bouges pas. On reste face à face. Le bâton, on bouge pas. Fait qu'au moment que tu dis ça, si un joueur se commet, puis tu l'éjectes, tu le sors de la mise en jeu. Tu viens d'y donner ça après. Je te l'ai dit, mon homme. Là. Tu veux-tu travailler avec moi? Tu as le choix, là. Tu n'auras pas le choix, parce que si ça va pas bien pour toi, ça fonctionnera pas. Fait que tu es aussi bien de suivre mes directives.
Fait que là, avec, comme je te disais tantôt, avec les années d'expérience, tu rentres à c'est lui à soir, on va être comme ça. Pas, ouais. Ça, ouais. C'était lesquels tes centres les plus tanus que tu dis, Oh, Colin? mon Dieu, dans ma carrière. Quand j'ai commencé, moi, dans le temps, Denis Savard était difficile à Chicago. Il y avait Paul Gillis, que tu connais probablement pas, à Québec. Tu avais Steve Yzerman, des fois, qui essayait, qui était un bon centre, mais quand ça allait vraiment pas bien, il essayait tout. Il essayait aussi de jouer avec ta tête. Avant, c'était comme un mind gamer. Ouais. Il essayait d'aller chercher le plus de toi, vu que tu étais un nouveau. Lui, c'est un nouveau, on va te mettre dans ma poche. T'sais. Non, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on essaye pour mettre on essaie d'influencer. Master, ça, on voit plus ça. Mais avant, tu arrivais face à un Dirk Graham qui était à Chicago. Il y avait un mean look. Ouais, une face. Puis quand il arrivait, ou un Steve Larmer, toi, oui, Steve Larmer est à Chicago. Oui, Steve, c'était un gars qui avait un mean look. Ouais. Puis quand tu le sortais, puis il te regardait croche, il essayait de jouer avec toi. Ouais. Puis ensemble, faut que tu restes le plus fort. Hey, ça marche pas, ça. T'sais. Non. Steve Larmer, c'était un très bon joueur. Oui, Steve, ouais. C'est lui qui a un des streaks les plus longs de games consécutifs. Ouais. Qui a dû mettre un terme parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus de contrat avec Chicago. Ouais. Puis, c'est un warrior. C'était un très, très bon joueur de hockey. Ouais. Je veux revenir parce qu'on a skippé des pages, mais je veux revenir à comment, parce que tu t'es fait remarquer au Québec d'une part. Là, tu montes. Quand tu montes dans les ligues comme un ref, c'est comme un joueur, un peu, dans le sens que tu te fais voir, tu montes une ligue, tu te fais voir, tu montes une ligue, tu te fais voir. Ouais. Les choses vont bien. Ouais. Puis Toi, ça, c'était clair, tu étais juge de ligne. Là. Ça, c'était rendu là, c'était officiel. Puis, tu t'es rendu dans la Ligue américaine, ça? J'ai fait... parce que dans le temps, on n'avait pas... la relation commençait à se faire avec la Ligue nationale. Qui ont des affiliés. C'est ça. Au niveau en Ontario, c'était correct. Ouais. Puis, parce que je pense qu'on avait un petit problème au niveau de l'arbitre en charge du majeur puis du provincial. Parlait seulement francophone. Quand Doug est arrivé à Hayward, Doug a comme ouvert tout le champ, puis la communication s'est faite rapidement. Puis moi, pendant ce temps-là, j'avais envoyé... il y avait le Sherbrooke, il y avait les équipes dans la Ligue américaine. Les Canadiens. Il y a eu les Jets, après ça, il y a eu les Canadiens. Ouais. Et puis, j'ai fait une demande à la Ligue américaine, puis il m'avait dit qu'il n'y avait pas de place. OK, c'est toi qui faisais tes demandes. Dans ce temps-là, moi, j'ai approché. T'avais du guts? Petit côté business. Ouais, j'avais un peu de guts. Et puis, après ça, le junior majeur du Québec a envoyé des lettres de référence qui travaillaient bien. Il y avait l'école à Ron. Tu l'as fait, ça, l'école à Ron? Oui, j'ai fait sa 2e année de l'école. Puis dans ce temps-là, le directeur des officiels, c'était Brian Lewis. Et puis, il est venu voir. Puis il m'avait dit qu'il y avait un intérêt. Ça, c'est ma première année dans le junior majeur. J'ai été là 3 ans. Et puis, je faisais entre-temps la Ligue américaine à Sherbrooke avec les parties dans la Ligue junior majeure du Québec. Et puis, à un moment donné, il y a un poste qui s'est créé. John Amico a pris sa retraite. Puis, moi, j'ai pris une partie de ces games avec un autre officiel pour faire un programme qui était 40 matchs. Dans ce temps-là, c'était 82 matchs. Puis c'était comme moitié-moitié dans la Ligue américaine puis dans la Ligue nationale. OK. Puis là, après mon 2 ans que j'ai fait, parce que c'était comme un petit contrat de 2 ans. Mm-hmm. Puis la 2e année, on a eu tellement de blessés, j'ai fait quasiment 60 parties. Des refs blessés, ça? Ouais. Il y en a beaucoup de blessés. Cette année, c'était un hécatombe. On dévie encore de notre conversation, mais cette année, il y a eu beaucoup de blessés. Hein. Puis ça fait qu'il y a plus de call-up de la Ligue américaine. Oui, puis je pense qu'ils ont été obligés d'en engager aussi. Tu te souviens de ta première partie dans la Ligue nationale? Oui, c'était un 7 octobre à Québec. 87. Entre les Devils et les Nordiques. Ouais. En plus, un Québécois qui arbitre sa première game à Québec. Oui, c'était spécial. C'était toute une journée, ça.
Tu t'en souviens? Ah, c'est des journées mémorables. Ça. C'était comment la journée, cette journée-là? Comment t'as reçu Ben, l'appel le jour même? Ou... Ben, on a parti parce que dans Québec, on partait comme le matin. Tu partais d'où, toi? Je partais de Montréal. Non, où t'es basé, Ouais. OK. Puis, on se rendait à Québec, on mangeait, on prenait comme un snooze de la journée. Une sieste? Hein? On s'en allait au château Frontenac à Québec. Ouais. C'était là qu'on allait. Puis quand j'ai embarqué sur la glace, ça a été une belle journée. Là. Je veux dire, T'étais-tu stressé? T'étais excité? Ben, c'était ta première game? C'est comme un joueur? On a fait des matchs après saison. Hein. Okay. J'avais fait à peu près 7 matchs après saison. Fait que t'avais un peu mais quand tu commences une saison, tu sais, j'étais un peu nerveux, je vais t'avouer. Puis, c'est sûr. Oui, c'était du bon stress, là. Tu sais, t'as out, puis c'était pas ton premier match, là. Est-ce que comme un joueur, tes parents viennent voir le premier match? Mes parents sont venus voir mon premier match à Montréal, qui était dans ce temps-là, c'était Los Angeles, je crois, qui jouait à Montréal. Ouais. Puis c'était spécial, cette chose-là. C'était vraiment spécial avec mes parents. Tes parents viennent voir. Mes parents, ben, ma mère et mon père m'ont suivi tout le temps, toute ma carrière, en tant qu'hockeyeur. Puis ils venaient voir les matchs que je faisais dans les finales, dans le majeur. Puis... Est-ce que quand tu leur as dit, moi, je vais être arbitre dans la Ligue nationale, est-ce qu'ils t'ont cru? Est-ce qu'ils t'ont... Ils m'ont tout le temps encouragé. Oui. Peu importe ce qu'ils pensaient ou mais ça leurs doutes. Ouais, mais c'est des... ça s'est fait assez vite. Tu as été assez chanceux dans le sens... Ben, pas juste chanceux, mais juste... Tu as eu la chance que ça se réalise assez vite. Oui, parce que au moment que j'ai gradué dans la Ligue junior majeure, dans le provincial, mon niveau junior majeur, ben, ils sont venus me voir. Fait que là, j'attendais juste qu'il se passe quelque chose. Hein. Puis ça a pris comme 3 ans. C'est plus possible, ça, aujourd'hui, je pense. Parce qu'ils recrutent plus jeunes. OK. Ils peuvent... maintenant, aussi, qu'est-ce qui est bon au Québec ou partout, si au niveau provincial, tout le monde a un dossier. Tu reçois une formule, une fiche à remplir, puis tu as la photo avec ton nom puis les détails, qu'est-ce que tu as fait. Puis tout est répertorié, là. Ouais, c'est ça. C'est envoyé avec le système informatique, les dossiers sont dans leurs fichiers. Ça voyage vite, ouais. Puis éventuellement, si tu travailles fort puis ça va bien, même ton nom sort. Fait que c'est d'un sens où tu fasses parler de toi en bien, tout le temps. Oui, c'est ça. Puis éventuellement, on a beaucoup de jeunes là, on a Pierre Lambert qui vient de graduer du Québec. Un drôle de nom, ça, c'est le même nom que effectivement. Mais je veux dire, on a maintenant, c'est plus, je peux pas dire, c'est plus accessible. Plus structuré que ça l'était à l'époque. Effectivement. Alors que tu allais demander toi-même pour jouer pour arbitrer pour faire mes premiers pas. Ouais, c'est ça. Ça vous puis, tendrait-tu? avec l'école à Ron. Ouais. Puis après ça, c'est ça. Après ça, j'étais élève de Ron 1 an. Est-ce que ça, tu le suggères aux jeunes qui veulent arbitrer? Oui, c'est le moyen de le faire voir aussi. Là. Aussi. Les gens de la Ligue nationale viennent faire des tours. Donc, il y a beaucoup de réseautage là, aussi qui se fait à l'école. Ouais. Je me demandais, il y a beaucoup de parallèles avec les joueurs, évidemment. Vous êtes une équipe, tu dis les arbitres, dans les ligues mineures en montant. Ben là, surtout aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Les arbitres, c'est plus organisé. Est-ce qu'il y a la rivalité entre les arbitres qu'il y a entre les joueurs? Moi, je veux monter, toi, tu veux monter, les deux, on veut monter, il y a juste tant de postes. Oui, il y en a une. Il y en a une. Quand tu arrives au niveau junior majeur, c'est sûr qu'il y en a une petite rivalité. Là. Tu le sens? Ben oui. Puis, tu sais, là-dedans, faut pas que tu t'assentes tout le temps sûr, hein, puis cocky, tu sais. C'est bon d'être cocky, être arrogant, mais il y a un certain point, il y a de la bonne arrogance, puis il y a de la mauvaise arrogance qui vont te faire frapper un sommet que tu veux pas voir tout de suite. C'est ça qui est important d'être capable de gérer ces choses-là quand les choses vont bien personnellement. Là. Un mélange entre de confiance en soi, mais pas d'ego démesuré. Quand tu arrives dans la Ligue nationale, c'est quand est-ce que tu as eu ta permanence assez vite ou comment ça? Ben, j'étais sur un programme de 2 ans. OK. Puis après mes 2 ans, j'ai rentré
en plein temps. OK. Ouais. La vie d'arbitre dans la Ligue nationale, c'est pas exactement comme joueur. Ça ressemble à joueur. C'est quoi? C'est... toi, en plus, là, tu as des enfants. En tout cas, comment ça fonctionne? C'est quoi ton style? Effectivement, on n'a pas 40 parties locales. Hein, comme T'es pas à Montréal. T'es pas à Montréal 40 matchs. Là. Non. Pendant la saison, tu peux faire comme un 7, 8, 9, 10 games à Montréal, puis la même chose à Ottawa, parce que tu restes mais c'est environ 90 vols par année, 120 quelques soirs dans les hôtels. C'est sûr, si t'aimes pas voyager puis t'aimes pas les hôtels, c'est pas vraiment l'emploi préféré pour toi-même. Là, c'est sûr, c'est une adaptation, c'est une découverte. Tu découvres quand tu arrives d'une ville à une autre. C'est le fun. Les débuts, là, c'est wow, parce que t'arrives à New York, wow, t'arrives à Los Angeles. C'est des endroits que j'aurais probablement pas été et j'ai pas une obligation d'aller. Puis tu développes des friends, t'as des amis. C'est une belle... Je peux pas dire que c'est pas une belle vie. C'est une belle vie. C'est une belle vie. Puis la chose qui est différente d'un arbitre de balle, c'est qu'on peut, avec le crew d'arbitre, est pas le même d'une ville à une autre. Tu peux voyager avec un gars ou deux gars, mais tu seras pas pour toute la saison avec les mêmes gars. Fait que ça te donne la chance de fraterniser avec les différents arbitres qui viennent de l'Ouest ou du Midwest, du Canada, des États-Unis. C'est sûr que éventuellement, tu te fais des amis. C'est sûr que tu es plus l'affinité plus qu'avec un avec l'autre. Est-ce que toi, tu étais plus attitré à l'Est, vu que tu étais dans l'Est? Je faisais plus de matchs dans l'Est. Je suis allé dans l'Ouest peut-être une fois par année, 2 fois. C'était quoi les arénas que tu redoutais le plus d'aller arbitrer? Que j'aime... Que t'aimais ou que t'aimais moins? Moins. Ceux que t'es préférés. C'est Chicago dans le temps, le vieux Chicago. Là. Ça faisait peur. Ah, ça, j'aimais ça. T'aimais ça? Ouais. J'ai pas eu l'amphithéâtre que j'avais peur, non. Non. Philadelphie, c'était le fun. Ça aussi, ça brasse. New York. Rangers. New York, c'est la ville. Tu sais, tu peux pas imaginer dans une ville qui est comme un zoo. Ouais. C'est d'avoir un club de Ligue nationale. Au milieu de tout ça, là. Ouais. Fait que toi, dans le fond, de ce que je pense comprendre, plus il y a de l'énergie, plus t'aimes ça. Plus tu fais, le challenge est là, je vais te dire, c'est la chose qui me manque le plus, présentement. Ouais. Cette drive, là. Ouais. Quand tu rentres, les arbitres sont les premiers à rentrer sa patinoire, quand le crowd part puis que la musique parte avant que les gars rentrent. Ouais, là, c'est l'heure, là. C'est vous qui faites les tours de patinoire. C'est l'heure, là. Là, quand t'embarques, t'es prête, puis, comme j'ai tant dit, c'est mon match, moi, ça m'appartient, cette affaire-là. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est autant votre game que celle des joueurs. Ouais, c'est ça qui est incroyable. Mais pour revenir au voyagement et au mode de vie, toi, t'as une famille, t'as fondé une famille, t'as des enfants. Avoir une conjointe, avoir des enfants, quand t'es arbitre, c'est quoi les défis? Effectivement, quand j'ai commencé... T'avais-tu une blonde en commençant? Oui. C'est que la communication n'était pas pareille comme aujourd'hui. Hein? Les réseaux sociaux puis tout ça, à cette heure, avec le monde d'Internet. On a passé à des comptes de Bell Canada avec une carte qui coûtait quasiment 165$ par mois de téléphone parce que puis là, après ça, on a passé avec le cellulaire américain parce qu'on avait le droit, il y avait une certaine façon qui nous donnait tant de minutes puis plus les soirs et les week-ends qui était parfait. Puis en partant, quand tu avais les emails avant... avec le vieux système, tu rentrais dans l'hôtel, puis à cette heure, l'Internet est rapide, mais avant, tu t'attends la cloche. Fait que là, tu sais, on a tous vu l'évolution comme ça, avec Skype, avec FaceTime. Thank God, parce que c'est long, ces moments-là. Si tu pars pour 10 jours, là... tu sais, faut être quand même une famille assez solide, une femme assez solide. Parce que quand t'es là, la besogne peut-être va mieux que quand t'es parti, puis les enfants, il y a le hockey, puis tu sais, les sports, puis l'école, l'ouvrage. C'est sûr que quand tu reviens à la maison, la besogne elle revient un peu plus sur ton bras, là, tu sais. Mais ça a bien marché pour toi? Ouais, puis j'étais chanceux, ma fille était... J'étais chanceux, j'ai une fille qui était
pas mal indépendante, puis elle comprenait. Elle, tous les gars en arbitre à la télé, c'était papa quand elle était petite. Fait que quand elle voyait un arbitre, elle disait papa. À un moment donné, je me souviens, on regardait un match, puis j'étais là. Puis je pense qu'elle avait 3 ans dans ce temps-là. Elle regardait la télé, puis elle regardait un arbitre, elle dit papa. Puis là, elle me pointait à papa dans la TV. Puis là, elle a commencé à réaliser que j'étais pas là. Quand je partais, j'allais faire les matchs, tu sais. Fait que, non, c'était une belle évolution là-dessus. Puis, c'est sûr que, tu sais, tu pars dans le temps des fêtes, tout le monde est à la maison. Les fêtes de chum, la fête à mon oncle, à ma tante, que t'es pas là. C'est sûr, quand t'as pris ta retraite, ben là, tu participes à toutes les activités. C'est différent, là. Tu as eu la chance d'être quand même un bon petit bout dans la Ligue nationale. Tu en as vu des joueurs passer qui ont eu des carrières pas mal moins longues que la tienne, qui ont passé. C'est quoi les joueurs, les personnages? Parce qu'il y en a des personnages dans la Ligue nationale, comme dans n'importe quel. Des gars qui t'ont marqué, que tu te dis, ouais, ça, c'était quelque chose. Ben, tu regardes, dans mon temps, c'était le prime time de Mario Lemieux. Ouais. Mario, c'est un joueur qui... Tu sais, je veux dire, nous, on avait les meilleurs billets. Hein? Il n'y a pas un spectateur qui avait un meilleur billet. Ouais. Mais nous autres, on était là. Puis c'est sûr que tu apprécies de voir des jeux comme ça. Tu sais, que ce soit n'importe quel joueur. Là, je dis Mario. Des joueurs exceptionnels. Tu prends Wayne Gretzky, c'est un gars qui lisait la partie. Tu sais, il est capable de lire les jeux. Tu savais qu'il y a des choses qui étaient pour arriver, tu sais, quand ces gars-là sont sur la patinoire. Autant qu'un Mike Gartner qui patinait comme une flèche. Il était talentueux. Puis, c'est des joueurs, autant c'est mis en jeu. Moi, Peter Stastny, j'étais un gars que j'ai tout le temps respecté. C'est un très bon centre. De même que Guy Carbonneau, Montréal. Guy, j'ai jamais eu de problème. C'est un gars qui était très talentueux à ses mises en jeu. Puis c'est un gars qui trichait pas beaucoup. Puis ces choses-là, tu retiens. Je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que je les retiens. Ouais. C'est sûr que tu pars, tu te fais des... Moi, j'ai grandi avec des... Dans le temps qu'on a gradué quasiment pas longtemps, un par l'autre, c'est Benoît Brunet, Stéphane Matteau, Luc Robitaille, Claude Lemieux, Jocelyn. Est-ce que pendant Claude Lemieux, là, il fêtait, là, mais ça faisait 20... Il parlait des 20 ans de la Brawl contre Détroit, qui était une autre époque. Toi, ça t'en a... Parce que là, ça n'existe plus aujourd'hui, tu n'as plus le droit de vider les bancs, ça serait le carnage, là, mais toi, tu as vécu cette époque-là ou c'était encore... Ouais, moi, je me souviens, là, je veux dire, si je reviens, c'est probablement ma 2e année. Avant Noël, juste la journée avant Noël, c'était Détroit à Chicago. Et puis, c'était le 22 décembre. On a eu 300 quelques minutes de punition dans le match. Dans le temps que Probert était avec... je me souviendrai de tout le temps. Probert avec Détroit, puis Mike Peluso, il jouait pour Chicago à la défense. Okay. Puis à un moment donné, ça a commencé, les 5 ont droppé. Et puis, on dit, Peluso s'est pogné avec Probert, puis à un moment donné, ça résultait à rien. On est porté au banc. Au moment qu'on est porté au banc, je me suis reviré de bord, il était sorti. Du banc? Du banc de punition. Il était sorti du banc de punition. Puis, c'est quand même 2 bonhommes assez impressionnants en grandeur. Ouais. Fait que, moi, j'ai regardé les deux. Je dis, vous voulez vous battre, vous allez vous battre, mais après ça, c'est fini. Fait que, ils se sont battus. Puis, je pense que ça n'a pas été long. Peluso était étendu avec le nez cassé et une mort de sang. Bon. Fait qu'il était comme knock-out. Ça n'a pas pris grand round. Puis ça continuait quand même. Le show a commencé, ça continuait à se battre. C'était ça à l'époque du hockey. Maintenant, tu regardes un match, c'est 2h20, 2h30. Maintenant, avant les matchs, c'était 3h, 3h15, 3h30 quand tu pognais les batailles. Les gars comme ça que tu as fréquenté, les Bob Probert, qui aujourd'hui est décédé, puis tout ce qu'on sait maintenant avec les commotions, tout ça. Quand tu vois des gars avec qui tu as travaillé, qui tu vois ça dans le journal, qui est décédé, tous ces gars-là, c'est quoi le...
Ouais, c'est sûr que on n'aime pas ça, hein, parce qu'on est quand même une grande famille. Tu sais, on a été une grande famille. Je pense qu'il n'y a pas personne du hockey qui aime voir quelqu'un décéder à cause de ces situations-là. Là. Quand tu arbitres des matchs, tes juges de ligne, c'est vous qui finissez les batailles. C'est vous qui alente les gars. Qu'est-ce que toi, tu regardes dans une bataille que les fans ne regardent pas? Quand tu vois qu'il y a une bataille qui break out, là, toi, tu as des affaires. Oups, là, le jeu arrête. Qu'est-ce que toi, il faut que tu regardes, il faut que tu portes attention? C'est important de voir aussi les coups qu'ils apportent, puis de voir le temps aussi qui va être le bon temps pour les séparer. Quand tu vois que, tu sais, quand tu regardes, c'est 2 gars égales, c'est 2 batailleurs ou 2 gars, c'est pas des joueurs de premier plan. Tu sais, les joueurs de premier plan, c'est rare. Qui se dropent les gars, ouais. Je pense que j'en ai vu une, là, Winnipeg, Wheeler, puis... Malkin. Ouais, ça, c'est... Très rare. Non, pas... C'est ça. S'il y avait un Malkin qui se battrait contre un gros bonhomme, là, on arrête ça tout de suite, là. Pas supposé. Ben non. Mais quand c'est quand même 2 gros bonhommes, tu vas les laisser aller pour le moment que... il en mange 2-3 puis il commence à faiblir, ben là, il était un peu temps de rentrer. D'aller l'aider. Ben, c'est ça. C'est quels les batailleurs les plus féroces que tu t'as vu dans ta carrière? Tantôt, j'ai mentionné Probert, Probert, celui qui revient souvent là, quand il demande au gars. Crowder, Troy Crowder, qui était avec Jersey. Il y en a eu... Il y en a une couple, là. Quand tu sautes dans une bataille comme juge de ligne, des fois, il y a les gars, ils n'arrêtent pas tout de suite, là. Ils savent pas que des coups en arrière de la tête ou pas nécessairement en arrière, t'en as reçu sûrement. Je vais te dire, ça sera pas le batailleur. Parce que le batailleur, lui, quand il dit c'est fini, c'est fini. Lui, il arrête. Ouais. Ça va être le gars qui se bat pas souvent, mais il aime ça parler. Puis lui, il drop les gants, puis il va essayer le petit coup vicieux à la fin, juste pour avoir le dernier mot. Là. Mais maintenant, tu sais, il n'y a pas beaucoup de batailles maintenant dans la Ligue nationale. C'est une chose qu'ils sont en train d'éliminer tranquillement. C'est sûr, il va tout en avoir, là. Mais, est-ce que tu es content, toi? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose que ça s'en aille? Ben, c'est parce qu'une bagarre maintenant, avec tout ce qui arrive, tu sais... quand même qu'ils ont le meilleur équipement, si le casque protecteur sort de la tête ou... Tu sais, c'est dangereux. Ouais. C'est dangereux. La violence, auparavant, c'était parfait, là. Ouais. Tu sais, dans le contexte du hockey, avant, c'était correct. Mais là, maintenant, la bataille a vraiment moins sa place. Je comprends. Elle a moins sa place. Tu as parlé de Mario Lemieux tantôt. Les joueurs exceptionnels comme ça, vous êtes des arbitres, vous êtes en position d'autorité, mais... Même si on voudrait que les gars soient tous égaux, c'est pas égal avec tout le monde, les relations, c'est même inconsciemment. Quand tu parles à un Crosby ou tu parles à un... Les gars aussi, eux, ils le savent, là, ils savent qui ils sont. C'est quoi le rapport par rapport aux joueurs vedettes comme arbitre? On aime croire que c'est égal. Est-ce que c'est le livre? C'est égal avec un autre joueur. Oui. Dans le temps de Crosby, qui... s'il y avait des difficultés au niveau, mettons, il y a de la misère à gagner, ben, sans mes enjeux, ben, j'écoute, là, peut-être un peu plus, là, prends soin de ce que je fais, puis qu'est-ce que je te dis. Ouais. Mais je pense que tu t'appelles un Gretzky, que tu t'appelles un Crosby ou un Lemieux, ça n'a pas vraiment de différence. C'est la communication qu'elle soit bonne entre les 3 parties, les 3 équipes que je suis sur la patinoire. Puis, comment il répond Crosby quand tu dis ça? Ah, il écoute. Des fois, il va essayer. C'est sûr, les gars s'essayent. Puis quand il revient, il dit « Hey, tu m'as eu la dernière fois, là c'est fini, là. OK? On a un agreement, là. Ça marche, ça va fonctionner. OK, good. Si tu essaies, ben, tu le sors. Est-ce qu'il y a quelque chose... Est-ce que ça a évolué, la relation? Tu as commencé en 87, tu as fini quelques années, 2012, peut-être. La relation entre l'arbitre et les joueurs, la manière que les gens se parlent. Tu sais, juste la manière que les coachs parlent aux joueurs, ils disent que ça a beaucoup changé. T'sais, avant, tu criais après les joueurs, tu criais, puis là, ils craquaient. Alors ça, tu criais après un joueur, puis tu le perds, tu ne t'écoutes plus. La manière que vous discutez, que vous échangez avec les joueurs, comment ça a évolué? Mais c'est sûr que c'est mieux, parce qu'avant, c'était juste sur... l'intimidation, tu sais. Que ça soit... c'était accepté, c'était la norme. Ça faisait partie. Puis il y a une chose qu'il faut pas oublier. Là. Avant, c'était des hommes. Maintenant, ils sont plus jeunes. C'est vrai, ils arrivent dans la ligue plus jeune. Tu avais un hockeyeur là, qui avait 22, 23 ans, puis il était là quasiment jusqu'à
30, 36, 37, là. Fait que tu vraiment t'avais échangé avec des personnes qui étaient matures. Je dis pas que les gars sont pas matures. Master, avec toutes les drafts, tous les gars sont draftés jeunes. C'est parce que le circuit est rajeuni au fait des règlements qui ont été, la réglementation qui a été changée, le retrait de la ligne rouge, qui a fait en sorte, dans les 2 années qui ont suivi, il y a eu près, je crois, là, quasiment 180 joueurs qui ont abandonné en 2 ans. C'est quand même un gros changement. Mais le hockey se vend plus maintenant sur la vitesse, l'exécution. C'est sûr, les styles ont changé. La façon de... Tu sais, c'est plus... les sorties de zone, ces affaires, tout est changé maintenant, là. Puis, auparavant, c'est pas tout le monde qui avait la facilité de patiner. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde patine. Si t'as pas de coup de patin, t'es pas dans tout le monde, tous les gens qui sont là, patinent. Ils n'ont pas grand lacunes au niveau du patin. Non. Fait que, le critère est vitesse. Vitesse égale patin. Vraiment, c'est sûr. Je vais te parler, tu as travaillé avec beaucoup d'arbitres dans ta carrière. Dans n'importe quoi, il y en a peut-être des meilleurs ou des moins bons. Est-ce qu'il y en a des gars qui t'ont marqué, qui t'impressionnent encore de dire quel contrôle d'un match, tu sais, puis de savoir... Quand j'ai commencé, il y avait peut-être les gens, il y en a qui vont se... Il y avait Dave Newell qui était bon. Même Carey Fraser. Moi, j'aimais beaucoup Carey, travailler avec. Travailler un bonhomme comme Bill McCrary. Moustache. Oui. Et Terry Gregson aussi, moustache aussi. Ouais. C'est quand tu travailles avec ces gars-là, tu savais que... C'est sûr, c'est des bonhommes que quand j'ai commencé, j'étais jeune, parce que les autres avaient de l'expérience. Ça, c'était impressionnant aussi. Ouais. Fait que tu savais que t'étais bien. J'étais bien travaillé. Tu savais que ça allait être... les gars allaient être une check. Ces gars-là, c'est sûr... le respect, la façon que le respect a été établi, la réputation. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces gars-là, comme qualité de... Parce que je sais pas, dis-moi si c'est ça, mais quand je vois des fois, ils mic les arbitres, ils mettent des micros, puis c'est comme des parents, dans le fond. C'est là que tu vois comme des bons parents, des mauvais parents, tu sais, dans le sens que c'est garder les enfants en contrôle de manière à ce que... qui restent dans dans le respect. Puis, c'est sûr, t'avertis. Il y a des avertissements. Que ce soit un gars qui se promène près du gardien de but. Puis, là, justement, le gardien peut dire « Hey, il se promène proche. » Là, t'avertis le gars « Hey, je te donne une chance. Là. Si t'es trop proche, puis le but, ça comptera pas. Là. Fais attention à ton bâton. » C'est sûr, il y a du dialogue comme ça tout le temps. Là. Continuel, garder la relation. Ouais. Il est arrivé des moments où tu as fait des calls où tu t'es dit « Ah, shit, si je pouvais reprendre certains... S'il y en a un que je pouvais reprendre, là, que je me suis dit, Colin... » Je vais te dire, je me souviens juste d'une situation qui arrive comme ça, mais c'est pas une situation de hors-jeu puis de déblaiement, là, icing. Moi, c'était plutôt un hockey, un 4 minutes, un bâton élevé qui s'est manqué. Okay. T'es 4 gars sur la glace. Puis tu te poses la question, comment qu'on a fait pour manquer ça? Mm-hmm. Parce que les yeux n'étaient pas au même endroit. Il n'y a pas personne qui l'a vu. Puis il n'y a pas personne dans la Ligue nationale qui veut manquer de quoi comme ça. Ouais. Ça, j'ai eu une situation à Pittsburgh, puis là, je dis, comment qu'on a fait pour manquer ça? T'sais? C'était-tu en saison régulière? Oui, c'était en saison régulière. Parce que pour se rendre en série, j'avais entendu dire, corrige-moi, c'est que les arbitres, c'est comme les joueurs, dans le fond, c'est les meilleurs qui sont sélectionnés pour les séries? Oui, c'est le jugement aussi selon l'évaluation. C'est la façon que ça fonctionne. Il y a bien des facteurs qui fonctionnent là-dedans. Là. Est-ce que tu as arbitré en série? J'ai fait des séries, oui. J'ai jamais fait la finale de la Coupe Stanley. Tu n'as jamais fait la finale? Non. Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais aimé faire? Oui, mais moi, dans mon trajet de route, il m'est arrivé une chose en septembre 2001. J'ai eu comme un genre de burn-out. Et puis, les choses après allaient bien, mais c'est sûr que j'étais étiqueté
fragile. Ben, c'est ça. Puis je l'étais pas. T'sais. Par la Ligue nationale, ouais, ça. c'est ça. Je l'étais plus. J'étais plus fragile avant que ça arrive qu'après, là. C'est ça, je connaissais mon corps, puis comment dealer avec ça. Là. Est-ce que tu penses que... Parce qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation par rapport à la santé mentale qui a été faite encore assez récemment dans les dernières années, qui fait que ça a changé la perception, surtout dans un monde conservateur comme le sport. Est-ce que tu penses que ça aurait été jugé pareil aujourd'hui? Ben, je pense que... tu sais, à l'époque, c'était arrivé à 2 gars. Moi et un autre. En 2001, ça? Okay. Ouais, mais un autre, c'est arrivé avant. OK. Un petit peu avant. Puis, lui, il a quitté une série à cause qu'il se sentait pas bien. Puis ça, tu sais pas qu'est-ce que t'as. Hein? Dans la série? Dans une série de la Coupe Stanley, là? Ouais. OK. Fait que c'est un peu... Il se fait un peu sur les antécédents aussi d'une personne. Ouais. Ah, mais là, c'est arrivé ça. Ah, ben là, c'est ça. Mais regarde, moi, je suis revenu plus fort que j'étais. Puis, j'ai beaucoup d'autres gars de mes chums qui m'appelaient, puis qui étaient quand même fragiles dans ce temps-là. Puis ils voyaient comment toi, tu te faisais traiter. Moi, j'ai décidé que je n'étais plus capable, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es retiré? Ben, j'ai pris le téléphone, puis j'ai dit, ça marche pas. Est-ce que tu savais, ben à ce moment-là... Je savais pas qu'est-ce que j'avais. C'est ça. Ouais. C'est quoi qui... Qu'est-ce que tu penses que tu es avec un peu de rétrospective? Ça fait un certain temps. Qu'est-ce que tu fais? OK, ben là, je comprends qu'est-ce qui a mené à ça. Ben, c'était un peu des années, tu sais, le stress des années. Moi, j'avais des business, tu sais, j'avais 2 Subway. C'est la besogne à maison, bâtir une autre maison. Fait que, tu sais, j'étais un peu j'étais agile avec mes mains, tu sais, le temps, puis tout ça. À un moment donné, avec le tout, ça a comme explosé. Tu sais, les avions d'un tour, ça a réagi sur moi comme 2 semaines après. Puis je me souviens, j'ai fait mon dernier match à Montréal ici, puis j'ai regardé le tableau, puis j'ai dit, moi, c'est fini, je reviens plus ici. Toi. Parce que c'était-tu en raison du stress de prendre les avions? Ben, c'était tout, mais c'est sûr, j'avais dans ce temps-là, c'était une phobie de tout le monde. Hein? J'étais pas le seul dans ce temps-là. Et c'était la raison qui a fait déborder. La goutte qui a fait déborder. La goutte qui a fait déborder, effectivement. Puis toi, tu as eu le courage puis de dire, ben là, regarde. Moi, ça marche plus. Une seconde. Puis t'as pris combien de temps off pour te remettre en... J'ai été chanceux parce que j'avais un bon médecin. Ça, c'est arrivé en septembre. J'ai repris quand même, moi je dis rapidement, mais la saison va vite. Fin janvier, de l'autre année. Dans 6 mois plus tard, à peu près? Ouais. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Fin janvier, j'ai recommencé. Puis, mais t'étais en forme. Là. J'étais correct, ouais. J'étais correct. J'avais des munitions en moi, là, ouais, mais j'étais correct. La médicamentation. Oui, effectivement. Est-ce que comment ça a réagi au niveau de tes employeurs? T'sais? Est-ce qu'il y avait un support? Est-ce que c'était tu regardes dans le temps, ils ne savaient pas ce qui se passait. C'était tabou là, un peu. Oui, c'est ça. Puis les autres, ça demandait, surtout le boss, ça demandait vraiment qu'est-ce qui se passait avec moi. J'étais-tu pour lâcher? J'étais-tu pour... C'est quoi? Puis... mais ils m'ont laissé comme dans mes choses à moi, là. Mm-hmm. J'ai travaillé, puis... c'est sûr qu'ils m'ont téléphoné. Les versions d'un puis de l'autre étaient différentes de ce qu'ils pensaient de moi, mais c'était correct, là. Mm-hmm. J'ai dû montrer qui j'étais, puis je suis revenu. T'es revenu plus fort qu'avant. Je veux qu'on enchaîne parce que je vois le temps qui passe, puis je veux pas t'envoyer trop dans le trafic. Mais pour fast-forwarder un petit peu à ta retraite qui était en 2012, en fait, c'est une retraite pas exactement choisie. Il est arrivé quelque chose à l'été 2012 qui fait que tu as dû prendre ta retraite. Qu'est-ce qui s'est passé en juin 2012? C'est comme je t'ai dit auparavant que j'aimais travailler avec mes mains. Ouais. Fait que je m'en allais au gym, puis il y avait comme une espèce de clou qui tient le fascia qui est en haut de mon garage, qui est d'un 20 pieds environ. Puis j'avais un genre de scaffolding à roulettes
que je barrais, mais j'avais fait déjà, j'en avais eu besoin pour mes travaux. Puis, tu sais, comme la paresse qui dit, t'as pas le temps d'aller chercher à grande échelle chez les voisins. Moi, je n'avais pas. Fait que j'ai pris une 16 pieds, j'ai mis ça sur le scaffolding, j'ai barré les roues, puis le scaffolding a tilté. Puis j'ai tombé face première avec l'échelle du côté droite. De 20 pieds. De 20 pieds, ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, quand je suis arrivé en bas, j'ai constaté dommage, hein. Mais t'as-tu perdu connaissance? Non, j'ai pas perdu connaissance. J'ai constaté que le maxillaire supérieur, le maxillo et mes dents se promenaient de gauche à droite. J'avais une fracture de chaque côté. Les 2 dents complètement déracinées par terre. J'ai eu une fracture. Le visage était refait tout alentour de... Chirurgie esthétique. Là, esthétique, ouais. J'ai 5 plaques de titanium. Dans l'article que j'ai lu qui parlait de ton accident, ça disait que la moitié droite... ça m'a comme frappé les mots. La moitié droite de ton visage a explosé. C'est comme ça qu'il avait dit. Oui, parce qu'à l'impact, le contre-coup, ça a pris d'expansion. Fait que ça l'a cassé comme en ligne droite en bas de mon œil, aller jusque dans le fond de la gorge, comme un L dans ton palais. Puis l'expansion a fait que ça a éclaté sur un côté. Et comment tu réagis? Là? Je veux dire, tu n'as pas perdu conscience, que là, tu es conscient que clairement ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu que je perdais, j'avais la lèvre complètement séparée de bord en bord, en 2. Là, j'ai dit... Puis, tu sais, comme je me suis senti tout enflé rapidement. Je voulais aller m'asseoir. Je suis parti, je me suis relevé, j'ai constaté que j'avais pas de liquide dans mes oreilles. Tu sais, je savais que si ça sortait par là, je pouvais plus marcher éventuellement. Ouais, OK. C'est sûr que j'avais mal un peu partout. Puis, quelqu'un t'avais-tu vu? Justement, le petit de ma blonde était là. Fait que lui, dans ce temps-là, il avait 14 ans. J'ai dit, appelle maman parce qu'elle est enseignante. Appelle maman à l'école. OK. Puis après ça, t'appelles le 911. Puis j'ai attendu, on a attendu l'ambulance. Là, tout le monde est arrivé chez nous en même temps. Ta blonde qui arrive là. Elle était sous panique. En plus, tu devais pas avoir l'air d'un... J'étais pas bien. J'étais bien mal à manger. Ouais. Il manquait des bouts. Puis, j'avais le crâne pas mal... Une commotion, j'imagine, aussi. Non, j'ai pas eu de commotion. Mais ça, c'est bien le bout de la merde. Ouais. Ils m'ont dit que j'étais bien chanceux sur beaucoup d'aspects. J'aurais pu être mort. Vraiment. Moi, j'ai sur la rue ici en face, il y a un gars qui a monté son toit puis il est mort. Il est tombé en bas quand j'étais jeune. Donc, vraiment content que... Je vais te dire, c'est... Quand je rencontrais des gens, là, j'ai entendu tellement d'histoires là-dessus, là, des gens qui tombent en échelle. Je vais te dire que... C'est comme... Je vais te dire, maintenant, là, regarde, tu me demandes plus de monter en échelle. Non, c'est ça. Non. C'est comme si c'est tellement bête que tout le monde dit, bah, tu sais, je vais faire ça vite, mais on dirait que j'en connais 4 des histoires de gens qui sont tombés en échelle, tu sais, c'est qu'au moment que t'es assis, là, je me souviens, j'étais assis, puis j'attendais l'ambulance, puis j'avais un policier qui est passé, puis il avait entendu l'appel, c'est un gars que je connais bien. En plus. Là, il m'a tenu la tête. Comme avant d'arriver, il m'a regardé, il dit, qu'est-ce que t'as fait, là? Là, j'ai fait juste ça avec mes yeux. Puis il dit, oh mon Dieu. Mais tu sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta tête, là, que tu aurais voulu revenir en arrière. Ouais. Puis le faire comme il faut. Exactement. Et t'en as pour une couple de mois, je pense. Oui, puis après ça, toutes les blessures commençaient, tout ce qui était visuel guérissait. Ouais. Parce que j'étais coupé en haut des yeux, en dessous. T'as probablement vu la oui, il y a une photo si vous tapez sur Google. Puis, à un moment donné, j'étais allé à l'hôpital, puis j'ai dit, il y a quelque chose qui fonctionne pas là, parce que j'ai tout le temps mal. T'avais mal où? J'ai mal au visage. Le trijumeau est affecté. Fait qu'ils m'ont expliqué que... Puis j'ai expliqué le mal que j'avais. J'ai des élancements. Ça dépend de la température. Ça me brûle. J'ai des sensations de brûlure. Puis surtout, si je force physiquement ou que si je vais au gym, je force un petit peu, c'est sûr que tous les nerfs réagissent alentour de mes yeux. Ça peut embrouiller. Puis, fait qu'il faut que je deal avec ça. Là, mais je suis correct pour conduire, je suis correct. Mais les choses qui sont... c'est dealer à l'effort ou au stress. T'sais.
Fait que, puis le stress, c'est égal mal aussi. Fait que, Est-ce que c'est à peu près... C'est quand que tu as comme compris ou décidé ou tu t'es fait imposer que... Est-ce que c'est toi qui as décidé que tu peux plus arbitrer ou Non. tu t'es fait dire que tu peux plus arbitrer? ouais, je me suis fait dire que c'est... Par les médecins? Ça serait mieux, oui. Il faudrait que tu arrêtes. Qu'est-ce qui était... c'était-tu l'exercice, c'était-tu l'effort physique ou c'était le stress? C'était quoi? C'était un tout parce que veux Ok. pas, t'as une espèce d'adrénaline quand t'es sur la patinoire. T'as l'effet aussi physique. Ça, c'est un cocktail qui fait que tous les nerfs réagissent. Puis, tu sais, c'est assez rapide. Je peux pas manquer des appels non plus. Hein. Non. Je peux pas manquer un hors-jeu, là, tu sais. Puis dire, ben oui, parce que j'ai eu un élancement dans le visage. Ouais, là. c'est ça. Fait que c'est tout ça qui a fait en sorte qu'il est difficile à accepter. C'est de faire comprendre aux ouais. gens que c'est pas une job, que pour moi, c'est un loisir à l'arbitrer. Là. C'était pas Ça a comme donné que tu étais payé pour ça. Ben, c'est ça, tu sais. C'est qu'on va faire comprendre aux médecins, écoute, là, mon homme, là, c'est C'est ça que j'aime faire dans la vie. ça, là. Là, Puis- vous décidez que c'est fini. Là, ça s'arrête pas là, comme ça, là. C'était un deuil à faire là-dedans. Mhm. Comment ça s'est passé, ça? C'était difficile. C'était 11 mois. Ben, il y avait le lockout dans ce temps-là. Hein. C'est vrai, C'était arrivé au 2012. moment du lockout. J'étais correct. J'étais allé au camp. Puis là, ils m'ont dit, Pierre, t'es un post-traumatique. Puis j'ai pas passé le médical au camp à cause de ça. Et puis... Est-ce que tu t'es rendu au camp, dans le fond, malgré l'avis du médecin? ouais. Tu t'es dit, je vais quand même. Moi, je joue au camp. Puis au camp, j'ai rien fait. Ils m'ont pas laissé faire rien. Il savait que tu n'étais Ben ouais. pas supposé d'être là. Ouais. Fait que quand j'ai passé après mon médical, c'était Terry Gregson qui était boss en ce temps-là. Il m'a dit, Pierre, il dit, ça marche pas, là. Il dit, va falloir que tu retournes voir le médecin, ça marche pas. Fait que, Selon les résultats qu'il y ben, avait, j'avais moi et puis j'avais mal, tu sais. ça se voyait. Ouais. Ouais. Puis j'ai appris après ça, ben, j'étais chanceux ici avec l'hôpital général, avec Dr. Mulder qui m'a aidé énormément, que je le remercie. Grâce à lui, j'ai eu les meilleurs soins. Et puis, quand le lockout est terminé au mois de janvier, tu sais, quand il n'y a rien qui se passe, tout est correct, ça va bien. Mais au moment que le hockey est revenu, là, c'était comme ça m'a frappé en plein de face encore. Fait que là, j'ai passé 11 mois avec en thérapie là, pour être capable d'accepter tout ça. Tu sais, tu te prends 90 vols par année, puis 120 quelques soirs, puis tu sais, t'as 115 matchs par année. À un moment donné, quand ils disent que tout est fini, là, c'est pas correct, là, ça marche plus. Là, ta tête, ça marche plus. Là. Tu sais, ta vie, elle roule en dessous des spotlights, ça va bien, bang, pouf, c'est fini. Fait que là, je me sentais partir. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, faut que je me relève. Est-ce que tu as fait une dépression là, à ce moment-là? Ben, tu sais, avec les signes d'avant que j'ai déjà eus, Ouais. j'avais déjà tu sais, la connaissance de qu'est-ce. Puis c'est au moment que j'ai une de mes cousines qui travaille à Radio-Canada, qui est en ressources humaines. Puis elle m'a dit, parce qu'on se parlait beaucoup, puis elle m'a dit, Pierre, elle dit, je pense que tu t'en vas dans cette direction-là, comme avant, tu as déjà été, hein. J'ai dit, ouais. J'ai dit, je suis mieux de prendre soin de moi. Là. Puis c'est là que j'ai pris soin de moi. Puis ça a pris 11 mois. Puis aujourd'hui, tu es en paix avec... Bon, je suis en paix avec le hockey. C'est sûr, quand je vais voir les boys ou que je vais voir... j'ai été voir le match à Furlat, Eric. Son millième game, Ouais. j'étais là. C'est sûr que c'est nostalgique un peu. Oui, Puis ta 1500e, ouais. c'est à Montréal. Ça c'est quelque chose que je peux jamais oublier, là, avec ma famille puis tout le monde. On dirait que le destin a fait que j'ai fait ma 1500e game, puis après cette chose-là est arrivée. Ouais. Là, t'sais. C'est drôle, les choses, Ouais. comment que ça arrive dans la vie. Hein? Ça n'est pas arrivé avant, c'est arrivé là, après. Là. Juste après la saison. Mais ça, c'est un autre un beau souvenir que je peux jamais oublier, le 1500e match. Là. C'est vraiment plate, tu sais, que ça arrive, on se peut plus arbitrer, mais tu sais, c'était aussi ta job, c'était aussi ton gagne-pain. Effectivement. Puis les gens ils demandent tout le temps, c'est la question, c'est combien ça fait un arbitre dans la Ligue nationale, combien ça fait. Puis tout le monde sont curieux, tu sais, parce que c'est jamais proche. Puis les arbitres puis les linesmen, c'est différent. Ouais.
Déjà, regarde, moi, tu me diras, j'ai trouvé ça sur Internet, tu me diras si c'est d'actualité. Ça dit que les arbitres font entre 110 et 255 000 et que les juges de ligne font entre 70 et 162 000. Moi, je pense que ça a été un petit peu augmenté depuis. Parce que ça fait peut-être quelques années là-dessus. Oui, c'est ça. Je pense que maintenant, un jeune un juge de ligne commence à peu près 120, 125. 125. Fait que l'arbitre commence à 160, 150 000, quelque chose comme ça. Puis quand tu finis à Carey Fraser après 30 ans d'expérience, là, tu tombes près du 300 000, là, 300 quelques mille. Mais quand toi, tu as un accident, l'été, tu peux plus travailler. Non. Qu'est-ce qui arrive, là? Tu sais? C'est sûr, on avait un peu de protection. On avait de la protection. Les assurances. Oui, qui fait en sorte que je suis limité à faire dans mon domaine, que je peux pas retourner. Donc, rendu à mon âge, je ne peux pas personne m'engager. Pour travailler. Pour n'importe quoi, oui. Fait que, est-ce que la Ligue nationale, t'avais dit qu'il avait Ils m'ont aidé. Tu as dit qu'il avait dit qu'il avait été bien correct à ton endroit. La Ligue nationale a été bien... oui. Ils m'ont assuré de plusieurs choses qui n'étaient pas prendre soin de moi. Là. Puis, ça passe un nombre d'années là, que j'ai mis dedans. Oui, c'est ça. Ouais. Sachant que toi, mettons, jusqu'à, je sais pas, 60 ans ou quelque chose, c'est l'âge moyen d'une carrière. Oui. Je suis bien... là-dessus, je suis bien correct. Là. Tout va bien. Je veux juste terminer, hein, parce qu'en ce moment, pour que tu nous amènes à maintenant, parce que maintenant, tu es rendu dans ta vie de coach. Oui, effectivement. Le 2.0, la vie 2.0. Tu coaches ton gars, c'est ça? Non. Moi, j'ai commencé il y a 2 ans. J'étais avec l'Arsenal au niveau espoir. OK, Midget Espoir. Midget Espoir dans le Lac-Saint-Louis. Et puis, ma 3e année de coaching, je suis rendu avec les Patriotes de Saint-Laurent du collège. Du Collège Saint-Laurent à Montréal. Ça, c'est la ligue collégiale. Dans la RSEQ, oui. Exactement. Ouais. Puis, c'est comment être coach? C'est quoi? C'est le fun parce que c'est fun. C'est un autre monde. Ouais. C'est un autre trip. Moi, c'était un but que je voulais après ma carrière. Ah oui, OK. Je voulais toucher au coaching. OK. Et puis, c'est le fun. Puis, j'étais avec Mathieu Chouinard, qui est un ex-gardien de but. Oui, repêché 2 fois par les sénateurs. C'est ça. Et puis, Mathieu, c'est un bon bonhomme. Puis, on a une belle complicité. Et puis, avec le coach de gardien de but, François Latreille. Puis, on fait une bonne équipe. Et puis, c'est le fun. Moi, je veux dire, la mentalité, j'aime les jeunes. C'est des jeunes de 17, 18, 19, 20. Puis, c'est le fun. Je veux dire, j'aime l'approche avec les jeunes. C'est une nouvelle famille pour moi, ça. C'est comment la relation avec les arbitres quand t'es coach, mais que t'as fait ça dans la vie? C'est que j'essaie... Parle-y pas de même. Est-ce que tu dis ça des fois t'es coach? Parle-y comme ci, parle-y comme ça. Oui, ça, on a des communications avec Mathieu au moment quand c'est le temps de lever la voix, puis dans le temps de rester tranquille. Mm-hmm. Ça, c'est le fun de voir ça. Parfois, je me laisse aller, mais moi, je veux faire attention parce que je sais comment qu'ils se ressentent. Premièrement, c'est pas facile parce que je suis là. Mm-hmm. Puis je veux pas qu'ils prennent certaines décisions parce que je suis là. Je veux pas les influencer non plus. Fait que si je vois quelque chose qui se passe, c'est sûr, je vais dire quelque chose. Ou dans mes changements, je m'occupe de la défensive. Mm-hmm. Je vais envoyer mes défenseurs un petit peu en retard quand je suis visiteur parce que j'essaie de matcher de l'autre côté de la grosse ligne de l'autre bord. Puis des fois, c'est pas facile, mais c'est correct. T'sais. Puis c'est un genre de... Mais j'ai eu un commentaire d'un officiel à Thetford, justement. Ouais. Il a dit à Mathieu, il dit « Hey, c'est pas facile, il dit arbitrer quand M. Chamboux est en arrière du banc. » Fait que... Parce que tu savais que t'étais là? J'étais là, tu sais. Puis il me regardait, puis il me parlait, mais il me regardait en même temps, tu sais. Fait que les gars savent que t'es là. Ouais, mais regarde, ça arrive des fois que... Regarde, là, tout le monde fait des erreurs. Ouais, c'est ça. Tu regardes un match de hockey, oui, t'es pointé l'arbitre. Combien il y a de joueurs qui font des erreurs sur la glace? Ouais. Fait que... Tu sais, moi, ceux-là, c'est une ligue de développement, puis, regarde, ça va bien, cette ligue-là, c'est extraordinaire, le développement qui se fait, puis tu vois que la ligue est en évolution, ça monte, puis les arbitres, c'est la même chose, les gars qui passent là, sont là pour apprendre, les autres aussi, puis ils font des erreurs. Est-ce que tu te demandes des conseils des fois?
Pas pendant la game, mais je veux dire... Mais je vais passer, des fois, pour dire bonjour avant le match, puis après de quoi, c'est une petite affaire, je peux dire. Mais jamais je vais prendre ça pour mettre de mon côté. Jamais, parce qu'ils savent, j'ai une ligne, puis jamais que je vais passer la ligne. Jamais. Absolument. Jamais. Pierre, faut que tu retournes dans l'ouest de l'île. Je te laisse aller. Merci d'être passé, c'est vraiment gentil. Ça m'a fait un grand plaisir d'être ici. Merci à Pierre Champoux, toute une pièce d'homme. Il est autant imposant qu'il est gentil. Je vous rappelle que nous sommes dans le dernier droit de notre campagne Ulule intitulée Mission Forsberg, et ça en date du 23 octobre 2017. Il reste donc 10 jours à la campagne, 10 jours pour vous procurer, assurer votre participation, mais aussi à votre accès aux épisodes exclusifs qui seront tournés en Suède. C'est la seule manière d'y avoir accès, c'est à travers la campagne Ulule. Nous sommes présentement dans la deuxième phase de la campagne, alors que c'est officiel, nous allons en Suède. Nous sommes en deuxième phase. Nous voulons atteindre la somme de 15 000 $ pour vous offrir un documentaire qui va témoigner de ma quête, qui va relater tous les détails en Suède de notre quête vers M. Peter Forsberg. Ça s'intitulerait « À la recherche de Peter ». Venez pas me faire à croire que vous voulez pas voir ça, c'est impossible, je crois pas ça. Alors, allez voir ça, ulule.com/mission Forsberg. Plus que 10 jours! Sinon, je vous dis merci et à la semaine prochaine. OK, bye-bye now, bye-bye.